Le couteau trancha l'air avec une précision mortelle, mais ce n'était pas du sang qui coulait, c'étaient des larmes. « Tu n'es plus mon fils », hurla son père, les yeux injectés de fureur, sa voix résonnant comme un glas dans le salon lambrissé de l'hôtel particulier familial, rue de Rivoli. Adrien recula, le cœur en miettes, réalisant que l'amour filial n'était qu'une illusion brisée par le poids d'un secret trop longtemps tu. Paris, cette ville des amours éternels, s'était muée en geôlier impitoyable pour Adrien Moreau, 22 ans, fils unique d'une lignée de banquiers austères. Issu d'une famille où les apparences régnaient en maîtres absolus, il avait grandi dans l'ombre des dorures haussmanniennes, apprenant à masquer ses doutes sous des sourires polis et des costumes sur mesure. Son père, Henri Moreau, patriarche impitoyable d'une banque familiale centenaire, incarnait l'idéal bourgeois, un homme de marbre, forgé par les crises financières et les alliances matrimoniales stratégiques. Sa mère, Claire, une beauté fanée par les salons mondains, préférait les ragots aux confessions. Et puis il y avait sa sœur aînée, Élise, l'héritière désignée, dont le mariage imminent avec un notaire de province scellait l'avenir de la dynastie. Tout avait basculé une semaine plus tôt, lors d'un dîner familial tendu, où les coupes de cristal tintaient comme des avertissements. Adrien, rentrant d'un voyage à Lyon où il avait osé, pour la première fois, embrasser un garçon dans l'ombre d'une cathédrale gothique, avait laissé échapper un aveu maladroit. J'aime les hommes. Les mots étaient sortis comme un hoquet, suspendus dans l'air chargé de volailles rôties et de secrets enfouis. Le silence qui suivit fut plus assourdissant qu'un coup de tonnerre. Henri avait bondi, renversant sa chaise, son visage virant au pourpre. Mensonge. Calomnie. Tu salis notre nom. Claire s'était effondrée en sanglots théâtraux, murmurant des prières catholiques oubliées. Élise, les lèvres pincées, avait jeté un regard de dégoût, comme si son frère était soudain un paria contagieux. Les jours suivants furent un tourbillon de fureur contenue. Adrien fut confiné dans sa chambre, ses téléphones confisqués, ses comptes vidés. Henri, maître des manettes financières, avait agi avec la froideur d'un exécuteur. Tu n'hériteras de rien. Tu n'es plus un Moreau. Une lettre notariée arriva le lendemain, déshéritage total, effacement pur et simple des registres familiaux. Adrien, qui avait renoncé à ses études de droit pour un modeste poste de barista dans un café du Marais, se retrouva à la rue, un sac à dos sur l'épaule et le poids d'un exil intérieur. Paris, avec ses boulevards illuminés et ses amants enlacés sous les ponts de la Seine, devint un labyrinthe hostile. Il erra, dormant sur des bancs du jardin des Tuileries, évitant les regards compatissants des passants. La faim le rongeait, mais c'était la solitude qui le dévorait vif. C'est dans ce gouffre qu'il rencontra Arthur. Le hasard, ce grand dramaturge français, les réunit un soir d'octobre pluvieux, place des Vosges. Adrien, trempé jusqu'aux os, s'était réfugié sous l'arcade d'un hôtel Renaissance, observant les feuilles mortes tourbillonner comme des regrets. Arthur Duval, 24 ans, artiste peintre aux yeux verts perçants et aux cheveux châtains en bataille, sortait d'une galerie d'art voisine, un chevalet sous le bras. Il portait un manteau usé, taché de cobalt et de vermillon, et une écharpe rouge qui flottait comme une flamme rebelle. Leurs regards se croisèrent par-dessus la pluie battante, celui d'Adrien, hanté par la trahison, celui d'Arthur, curieux et doux, comme une invitation au monde. « Vous avez l'air d'un poète maudit », dit Arthur en s'approchant, un sourire en coin qui creusait une fossette espiègle. Adrien, surpris, balbutia une excuse, mais Arthur insista, lui tendant un café chaud acheté à la hâte chez un traiteur voisin. Les poètes maudits ont besoin de carburant. Moi, c'est Arthur. Et vous ? Adrien hésita, puis murmura son nom, comme si le prononcer pouvait invoquer les fantômes de sa famille. Ils parlèrent toute la nuit, assis sur un banc mouillé, ignorant la bruine qui perlait leurs cils. Arthur, orphelin de parents artistes morts dans un accident de voiture, vivait de commandes précaires dans un atelier du Belleville-Bohême. Il connaissait la douleur de l'exil, rejeté par sa communauté provençale pour son homosexualité assumée, il avait fui Marseille pour Paris, ville des exilés volontaires. L'amour, c'est une révolution personnelle, confia-t-il, sa voix grave résonnant comme un verre de Rimbaud. Adrien, pour la première fois depuis des jours, rit un rire fragile, mais vrai. Leur connexion fut immédiate, un feu follet dans la nuit parisienne. Arthur offrit à Adrien un coin de son atelier, un matelas gonflable près d'un poêle à bois, entouré de toiles inachevées représentant des amants enlacés sous des cieux tourmentés. Adrien, ébloui par cette générosité désintéressée, se surprit à peindre pour la première fois des esquisses maladroites de la scène au lever du soleil. Leurs soirées se muèrent en rituels tendres, dîners improvisés à base de baguettes et de fromage volé, promenades le long du canal Saint-Martin,
où ils s'embrassaient en cachette, craignant encore les ombres du passé. Arthur, avec sa sensualité instinctive, initia Adrien au plaisir charnel, des caresses hésitantes sous les couvertures, des murmures en français ancien, « je t'aime » glissés comme un serment. Adrien, libéré de ses chaînes familiales, fleurit comme une rose tardive, ses doutes se muant en désir ardent. Pourtant, l'ombre de la famille Moreau planait toujours. Une lettre arriva un mois plus tard, cachetée de cire rouge, portée par un coursier impassible. Élise écrivait « Père est malade. Reviens, pour le pardon. Mais renonce à tes errements. » Adrien, le papier tremblant dans sa main, sentit la bile remonter. Était-ce un piège? Une tentative de le ramener dans le giron, pour mieux l'écraser? Arthur, lisant par-dessus son épaule, posa une main ferme sur son poignet. C'est leur peur qui parle, pas leur amour. Choisis-toi, Adrien. Ces mots devinrent son mantra, un bouclier contre les assauts du sang. Bientôt, les premiers conflits émergèrent. Arthur, passionné mais imprévisible, sombrait parfois dans des crises de jalousie artistique, accusant Adrien de le distraire de ses toiles. « Tu es mon muse, mais aussi ma chaîne », avoua-t-il un soir, après une dispute où les pinceaux volèrent comme des oiseaux blessés. Adrien, encore fragile, doutait, était-il digne de cet amour? Ses nuits étaient hantées par des rêves où Henri le traînait par les cheveux dans les rues de Paris, criant son déshonneur. Pourtant, ces tempêtes passagères renforçaient leurs liens, tissés de vulnérabilité partagée. Ils visitèrent Versailles un week-end, main dans les jardins touffus, imaginant un futur où l'opulence n'était pas synonyme de prison. Mais le destin, ce farceur cruel, réservait une trahison plus profonde. Élise, feignant la réconciliation, invita Adrien à un gala familial au Louvre. Pour le bien de mère, plaida-t-elle au téléphone, sa voix mielleuse comme du miel empoisonné. Adrien, rongé par le remords filial, accepta, sans en parler à Arthur. Le soir venu, vêtu d'un smoking emprunté, il franchit les portes du musée, le cœur battant. La salle des sculptures grouillait de l'élite parisienne, banquier en queue de pie, mondaine parée de diamants. Henri, amaigri mais droit comme un i, l'accueillit d'un regard glacial. « Bienvenue, imposteur. » La confrontation fut un ouragan. Autour d'un buffet de foie gras et de champagne millésimé, Henri déversa son venin, « Tu as fui comme un lâche. Ton amant? Un parasite. Reprends ta place, ou disparaît à jamais. » Claire, les yeux rougis, murmura des excuses larmoyantes, mais Élise, souriante, glissa à l'oreille d'Adrien, « J'ai des photos. De tes nuits au marais. » Un scandale ruinerait tout. La trahison le frappa comme un coup de poignard, sa sœur, qu'il avait aimée comme une confidente, l'avait épié, photographié en secret, pour le tenir en laisse. Adrien s'effondra intérieurement, fuyant les lieux sous les rires étouffés des invités. Dehors, la scène coulait indifférente, miroir de ses larmes. Revenu à l'atelier, il trouva Arthur endormi, une toile à demi peinte à ses pieds et leur portrait, enlacé sous un arc-en-ciel urbain. Le poids de la nuit l'écrasa, il pleura en silence, jurant vengeance non par la haine, mais par la lumière. Ils paieront, non par le sang, mais par l'évidence de notre joie, murmura-t-il à l'oreille d'Arthur au petit matin. Ainsi commença la contre-attaque, subtile et inexorable, d'un fils effacé qui réécrivait son histoire. Adrien émergea de cette nuit comme un phénix des cendres parisiennes, ses ailes encore noircies par la trahison, mais prêtes à s'envoler. Le Marais, ce quartier labyrinthique aux ruelles pavées et aux boutiques aux vitrines arc-en-ciel, devint son sanctuaire. Arthur, sentant le vent du changement, l'entraîna dans un monde souterrain de résistance, des bargues cachées derrière des façades Renaissance, où les amants dansaient au rythme de la house française, oubliant les chaînes du monde hétéro. Ici, l'amour n'est pas un crime, c'est une déclaration, expliqua Arthur, sa main serrant celle d'Adrien tandis qu'il sirotait des kirs royaux chez le raid, l'air saturé de sueur et de liberté. Pourtant, la vengeance d'Adrien n'était pas un brasier destructeur, mais une flamme créative, humaniste, imprégnée de cette mélancolie française qui transforme la douleur en article. Inspiré par Arthur, il reprit ses esquisses, transformant ses croquis maladroits en toiles vibrantes, des portraits de couples interdits, peints avec des couleurs vives qui défiaient les grisailles bourgeois. « Peint à rage, pas ta peur », conseillait Arthur, ses doigts tachés de peinture guidant ceux d'Adrien sur la toile. Bientôt, Adrien exposa ses œuvres dans une petite galerie du Marais, l'Exil Arc-en-Ciel, un espace alternatif tenu par un couple d'activistes quinquagénaires. La première soirée fut un triomphe modeste, une quarantaine de visiteurs,
des étudiants en beaux-arts, des expatriés queer, applaudissant les nuances de bleu et de pourpre qui narraient son effacement. Henri, apprenant la nouvelle par les ragots mondains, bouillonna en privé. Sa banque, déjà ébranlée par une crise économique larvée, voyait son nom associé à des murmures, les Moreau. Ils ont renié leur propre sang pour un vice. Élise, plus pragmatique, tenta une approche sournoise, un chèque anonyme glissé sous la porte de l'atelier, accompagné d'une note, prends-le et disparaît. Pour le bien de tous. Adrien, les mains tremblantes, le déchira devant Arthur, qui rit amèrement. Ils achètent le silence, mais pas l'âme. Ce geste scella leur alliance plus profondément, cette nuit-là, leur amour s'embrasa en une passion fiévreuse, corps entrelacés sur le plancher craquant, murmure de « pour toujours » contre la peau moite. Arthur, avec sa tendresse rugueuse, effaça les cicatrices d'Adrien par des baisers lents, explorant chaque courbe comme un cartographe d'îles oubliées. Le conflit s'intensifia lorsque la presse locale s'empara de l'affaire. Un article dans le Figaro Magazine, titré « L'héritier renégat, scandale ou libération » dépeignait Adrien comme un martyr romantique, opposé à la rigidité familiale. Les photos d'Élise, destinées à un chantage, fuitèrent non par malveillance, mais par une fuite accidentelle lors d'une dispute conjugale de la sœur. Soudain, Paris bruissait, manifestations sporadiques devant la banque Moreau, avec des pancartes « Amour sans frontières ». Henri, furieux, accusa Adrien de manipulation, envoyant un avocat pour une injonction, cessation de toute référence publique à la famille. Mais Adrien, conseillé par un ami juriste rencontré à la galerie, contre-attaqua, une plainte pour diffamation et harcèlement moral, documentée par des lettres et des témoignages. Au milieu de ce tumulte, leur romance fleurit en un jardin secret. Arthur organisa une escapade à Giverny, berceau de Monet, où ils louèrent une chambre d'hôte donnant sur les nénuphars. Là, sous un ciel d'azur provençal non, normand, mais tout aussi poétique, Adrien confia ses peurs les plus intimes, l'enfance volée, les nuits à prier pour changer, la terreur d'aimer. Arthur, les yeux humides, répondit par une déclaration enflammée, « Tu n'es pas brisé, tu es entier. Et je suis ton complice dans cette danse. » Ils firent l'amour au bord de l'étang, le soleil couchant peignant leur corps en or, un moment de pure extase où le monde extérieur s'effaça. De retour à Paris, Adrien tatoua discrètement un arc-en-ciel sur son poignet, symbole de résurrection, tandis qu'Arthur composa une série de toiles inspirées de leur idylle, les amants oubliés. La trahison culmina lors d'une confrontation inattendue. Élise, enceinte de son premier enfant, apparut un après-midi à l'atelier, le ventre arrondi sous un manteau chic. « Adrien, j'ai eu tort. Père est en phase terminale. Le cancer. Il veut te voir. » Sa voix chevrotait, mélange de culpabilité et de calcul. Adrien, déchiré, accepta d'un hochement de tête, mais Arthur le mit en garde, ne va pas seul. C'est un piège émotionnel. Pourtant, poussé par un reste d'affection fraternelle, Adrien s'y rendit, seul, au chevet d'Henri dans une clinique privée des Champs-Élysées. La chambre, aseptisée et froide, puait le formol et les regrets. Henri, relié à des machines bipantes, le toisa faiblement. « Tu as gagné, fiston. La banque chancelle. Tes peintures. Elle nous ridiculise. » Puis, dans un souffle rauque, « Pardonne-moi. J'ai eu peur pour notre nom. » Adrien, les larmes aux yeux, sentit la rage se muer en pitié. « Ce n'était pas pour le nom, père. C'était pour ton orgueil. Et le mien ?» Il partit sans un mot de plus, le cœur alourdi, mais libéré. Dehors, la tour Eiffel scintillait comme une promesse. Arthur l'attendait au pied de l'hôpital, un bouquet de roses thé à la main. « Tu es revenu entier. C'est tout ce qui compte. » Leur étreinte, sous les regards indifférents des passants, fut un acte de défi public, le premier d'une longue série. Bientôt, l'exposition d'Adrien attira l'attention d'un collectionneur influ, un galeriste de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Ses toiles se vendirent, non en fortune, mais en dignité, assez pour louer un petit appartement rue des Francs-Bourgeois, où Arthur et lui emménagèrent, transformant les murs nus en galeries vivantes. Les nuits étaient peuplées de rires, de vin rouge et de caresses langoureuses, Adrien apprenant à dominer Arthur avec une assurance nouvelle, inversant les rôles dans une danse érotique de pouvoir et de tendresse. « Tu es mon feu, mon havre », chuchotait-il, tandis que leurs corps fusionnaient en un rythme syncopé, reflet de leur âme entrelacée. Pourtant, le chaos trao se profilait. Élise, sentant le vent tourner,
ourdit une ultime machination, un faux témoignage accusant Adrien de vol d'héritage artistique au plagiat prétendu des toiles familiales, bien que fictif. La banque, affaiblie, lança une campagne de diffamation discrète, payant des critiques pour enterrer l'exposition. Adrien, acculé, trouva en Arthur un allié indéfectible. Ensemble, ils compilèrent des preuves, contactant des médias progressistes comme Têtu. La contre-attaque fut un coup de maître, une interview explosive où Adrien révéla les lettres de déshéritage, transformant sa victime en survivant charismatique. Paris, ville des Lumières, s'enflamma pour lui. Ainsi, au seuil du deuxième acte de leur Odyssée, Adrien comprit que la revanche n'était pas destruction, mais renaissance. Les ombres du marais s'allongeaient, mais la lumière de leur amour les précédait, inexorable. Le scandale éclata comme une tempête sur la Seine, emportant les façades impeccables de la famille Moreau dans un tourbillon de gros titres et de débats enflammés. Libération titra « Le fils renégat contre l'empire familial, une quête d'amour authentique ». Adrien, catapulté au centre de l'orage médiatique, devint l'icône involontaire d'une génération queer parisienne, interviewé dans des cafés enfumés du quartier latin, son visage anguleux encadré par des mèches brunes en désordre. Arthur, fier mais protecteur, veillait dans l'ombre, ses toiles gagnant en urgence, des compositions où des figures nues défiaient des tours bancaires stylisées, symbole d'une rébellion picturale. Leur vie quotidienne, jadis un havre précaire, se mua en bulle sous pression. L'appartement rue des Francs-Bourgeois, avec ses fenêtres donnant sur des cours intimes, devint un fortin assiégé par les paparazzis et les curieux. Adrien apprit à naviguer ce chaos avec une grâce nouvelle, sa voix, autrefois timide, résonnant ferme dans les micros, ma famille m'a effacé pour me modeler à leur image. Mais l'amour vrai ne se négocie pas, il se conquiert. Arthur, jaloux de cette soudaine célébrité, confia un soir, après une séance photo épuisante, tu brilles trop fort, mon amour. J'ai peur de n'être que ton ombre. Adrien, le serrant contre lui sur le lit des faits, répondit par un baiser vorace, ses mains explorant les contours familiers du corps d'Arthur aux épaules larges, hanches étroites, une carte intime qu'il relisait avec ferveur. Leur réconciliation fut physique, intense, Arthur dominant, Adrien se laissant emporter dans un tourbillon de gémissements étouffés, où la vulnérabilité se muait en extase partagée. La trahison d'Élise, cette vipère au ventre rond, atteignit son paroxysme lors d'une confrontation publique au salon d'automne, où Adrien exposait une nouvelle série, effacée mais inoubliable. La foire, bruissante de critiques et de collectionneurs, se figea lorsqu'Élise surgit, escortée de journalistes complices, brandissant un dossier de preuves, falsifiées ou des esquisses soi-disant volées à un oncle défunt. Mon frère est un imposteur, lança-t-elle, sa voix aiguë perçant le brouhaha, son alliance scintillant comme un défi. Les flashs crépitèrent, Adrien, pâle mais droit, sentit le monde basculer. Arthur, à ses côtés, murmura, tiens bon. C'est leur dernier sursaut. Le chaos trao se déploya en direct, sous les yeux ébahis des artistes. Adrien, le micro en main pour une table ronde sur l'art queer, transforma l'accusation en plaidoyer. Ma sœur parle de vol ? Elle a volé mon enfance, mon nom, mon droit à aimer. Regardez ces toiles, elles sont nées de la douleur qu'elle a semée. Il déroula le parchemin du déshéritage, lut à voix haute, sa diction claire comme un vers de Baudelaire. La salle, d'abord sidérée, applaudit en un tonnerre cathartique. Élise, défaite, s'effondra en larmes vraies, cette fois, murmurant « J'avais peur pour l'héritage. Pour le bébé. » Adrien, le cœur serré, l'embrassa sur le front avant de s'éloigner, un geste de pardon qui fit fondre les cœurs des spectateurs. La presse, conquise, titra le lendemain « Fratrie brisée, âme retrouvée ». Henri, depuis son lit d'hôpital, suivait l'affaire comme un drame antique. Un appel nocturne brisa le silence de l'appartement, sa voix, un râle, suppliait Adrien. « Viens. Avant qu'il ne soit trop tard. » Arthur, levé contre lui, encouragea, « Va. Pas pour lui, pour toi. » Clôture ce chapitre. Adrien obéit, traversant Paris endormi sous une lune voilée, arrivant à la clinique où l'odeur de désinfectant se mêlait à celle d'Élise fanée. Henri, squelettique sous les draps blancs, tendit une main tremblante. « J'ai été un monstre. Ta mère. Elle pleure chaque nuit. Ton article il est beau. » Les mots, arrachés à l'orgueil, libérèrent un flot de confessions, l'enfance d'Henri, marquée par un père homophobe qui l'avait battu pour un flirt juvénile avec un garçon de ferme, la peur viscérale d'un sang maudit. Adrien, ému malgré tout, serra cette main ridée. « Ce n'est pas le sang qui définit, père. C'est le choix.
Ils pleurèrent ensemble, un rituel muet de réconciliation inachevé. De retour, Adrien trouva Arthur en pleine crise créative, une toile lacérée à ses pieds. « J'ai peur que tu partes, une fois guéri, avoua-t-il, les yeux rougis. Leur dispute fut orageuse aux reproches lancés comme des éclats de verre, mais elle aboutit à une vérité nue, leur amour, forgé dans l'adversité, était indestructible. Ils se réconcilièrent dans la douche fumante, l'eau cascadant sur leurs corps enlacés, Adrien à genoux, offrant une fellation lente, dévouée, qui arracha à Arthur des cris de délivrance. « Tu es ma maison », haleta ce dernier, le relevant pour un baiser salé d'eau et de sel. La vague médiatique propulsa Adrien vers une reconnaissance inattendue, une commande pour le Centre Pompidou, une exposition solo sur l'identité queer dans l'art contemporain. Arthur, relégué au second plan, lutta avec ses démons, acceptant une thérapie de groupe pour artistes en burn-out. Leur relation, mise à l'épreuve, s'enrichit de profondeurs nouvelles, des soirées à philosopher sur Sartre et Foucault, des voyages improvisés à la Côte d'Azur, où ils bronzèrent nus sur des plages isolées, riant des regards furtifs des baigneurs. Adrien, devenu conférencier, parla à des lycéens parisiens de résilience, son histoire inspirant des coming-out timides. Pourtant, la famille n'était pas vaincue. Claire, veuve éplorée après la mort d'Henri, un infarctus discret, rapporté dans les nécrologies financières, contacta Adrien via un notaire. L'héritage, partiellement restauré par testament, incluait une clause, une donation à une association LGBTQ+, au nom des Moreau, en échange d'un silence public. Élise, repentante, offrit des excuses écrites, promettant de soutenir son neveu à naître dans un monde plus ouvert. Adrien accepta, non par cupidité, mais par humanité, la vengeance est un poison lent. Le pardon, un vin rare. Au cœur de cette tourmente, leur romance atteignit un pic romantique. Arthur, à genoux dans l'appartement, demanda Adrien en mariage avec une bague artisanale, sertie d'un arc-en-ciel d'émail. Pas pour la société, pour nous. Les larmes coulèrent, oui fut le mot qui scella leur destin. La cérémonie, intime, eut lieu dans un jardin caché du Luxembourg, entouré d'amis artistes, sous un saule pleureur qui versa ses larmes végétales. Ainsi, le feu des révélations consuma les chaînes du passé, laissant Adrien et Arthur plus unis, prêts pour l'acte final d'une vie réinventée. Avec la mort d'Henri, un voile se leva sur Paris, ville éternelle qui absorbait les drames comme la Seine ses secrets. Adrien, orphelin de père mais père de lui-même, canalisa son deuil en une exposition magistrale au musée d'Orsay, héritage brisé, amour retissé. Les toiles, monumentales, mêlaient portraits familiaux déformés par des filtres arc-en-ciel à des scènes d'intimité queer, où des corps masculins s'entremêlaient en une symphonie de chair et d'ombre. Arthur, co-créateur officieux, signa une pièce maîtresse, un diptyque les représentant, Adrien et lui, fuyant un manoir en flammes vers un horizon urbain luminescent. La critique acclama, un cri humaniste, où la romance triomphe de la bigoterie. Leur quotidien, jadis précaire, s'enrichit d'une sérénité conquise. L'appartement devint un nid d'artistes, murs tapissés de croquis, cuisine embaumant le pain frais et les herbes du marché d'Aligre. Adrien, désormais professeur invité à la Sorbonne, enseignait l'esthétique de la marginalité, sa voix passionnée captivant des auditoires mixtes. Arthur, libéré de ses insécurités, exposa à son tour au salon de la jeune peinture, ses nus érotiques inspirés de leur nuit provoquant un scandale délicieux. Ensemble, ils naviguaient la célébrité avec humour, dîner gay où ils parodiaient les snobs de Neuilly, escapade à Montmartre pour peindre in situ, riant des touristes ébahis. Le conflit latent ressurgit via Élise, dont l'accouchement révéla une complication, un bébé prématuré, prénommé Henri en hommage. Hantée par la culpabilité, elle implora Adrien, sois parrain. Aide-moi à réparer. Adrien, déchiré entre rancœur et compassion, accepta, visitant la maternité de Port-Royal. Le nourrisson, minuscule et fragile, agrippa son doigt, un instant de grâce où le sang transcenda les haines. Il portera notre histoire, pas nos erreurs, murmura Adrien, larmes aux yeux. Arthur, présent en soutien, posa une main sur son épaule, tu es généreux au-delà de la raison. C'est ce que j'aime en toi. Cette vulnérabilité raviva leur flamme intime. Une nuit, après une visite à l'hôpital, ils rentrèrent épuisés, mais l'air chargé d'une urgence sensuelle. Arthur, avec sa fougue méditerranéenne, déshabilla Adrien lentement, embrassant chaque cicatrice invisible, le poignet tatoué, la nuque où les cheveux bouclaient. Adrien, actif cette fois, guida leur union, une pénétration douce, rythmée, où leur regard verrouillé disait plus que les mots. Tu es mon salut, gémit Arthur, tandis que l'orgasme les submergea en vagues synchrones,
laissant leurs corps enlacés dans une quiétude post-coïtale, écoutant le tic-tac d'une horloge comme un pouls commun. La revanche d'Adrien culmina en un geste magistral, non violent mais dévastateur pour l'orgueil familial. Utilisant sa part d'héritage, il fonda une fondation, les Moraux Libres, dédiée à l'aide aux jeunes LGBTQ+ expulsés, avec un centre d'art-thérapie dans le Marais. L'inauguration, un événement mondain, attira Élise et Claire la mère, veuve éplorée, arrivant en robe noire, les traits tirés par le chagrin. « Fils. » Adrien, balbutia-t-elle, tendant une main tremblante. Il l'embrassa sur les joues, sentant le parfum de son enfance lavant des regrets. Élise, avec le bébé en bras, s'excusa publiquement, « J'ai trahi par peur. Pardonne-moi, frère. » La presse immortalisa l'instant, une réconciliation sous les flashs, symbole d'humanité bourgeoise. Arthur, témoin de cette catharsis, lutta avec une jalousie résiduelle, « Et moi, dans tout ça ? Ton sauveur oublié. » La dispute qui suivit fut leur plus violente, verre brisé, porte claquant, révélant les fissures d'une relation sous les projecteurs. Adrien, conscient, organisa une retraite à la campagne normande, dans une ferme isolée près d'Étretat. Là, sous les falaises crayeuses battues par la Manche, ils se dénudèrent littéralement, promenade nue dans les champs, confession au coin du feu. « Tu n'es pas oublié, tu es l'origine de tout », assura Adrien, scellant la paix d'une nuit d'amour païen, où ils s'aimèrent dehors, sous les étoiles, le vent salin caressant leur peau comme un amantière. De retour, leur couple émergea plus fort, collaborant à un projet commun, un roman graphique sur l'histoire d'Adrien, illustré par Arthur. Les planches, érotiques et poignantes, capturèrent l'essence de leur voyage du couteau symbolique à l'étreinte salvatrice. Édité par une maison indépendante, il devint un best-seller discret, traduit en anglais pour les festivals queer de New York, injectant une touche américaine dans leur récit français, ce rêve d'égalité, cette résilience hollywoodienne masquée sous une élégance proustienne. Claire, touchée par la fondation, y confia des archives familiales, lettres d'amour interdites d'Henri Jeune, révélant son propre secret bisexuel. Cette découverte humanisa le patriarche aux yeux d'Adrien, transformant la haine en compréhension. Lors d'un dîner familial réconcilié aux baguettes croustillantes et vins de Bordeaux, ils parlèrent ouvertement, Élise avouant ses doutes sur son mariage hétéronormé, Claire confessant ses amours platoniques pour une amie d'enfance. Le bébé Henri gazouilla, pont entre passé et futur. Pourtant, un dernier obstacle surgit, un rival jaloux, un ancien amant d'Arthur, un sculpteur raté du Belleville, répandit des rumeurs de tromperie. La crise ébranla Adrien, ravivant les fantômes du rejet. Arthur, prouvant sa loyauté, coupa les ponts et organisa une performance artistique, une installation où il brûla symboliquement des photos du passé, déclarant publiquement son amour éternel. La vidéo virale scella leur légende. Ainsi, dans l'étreinte des âmes, Adrien fit payer sa famille non par la ruine, mais par l'évidence, leur monde bourgeois, jadis impénétrable, s'ouvrit à la lumière de son existence authentique. L'amour, ce grand égalisateur, triompha. L'aube se leva sur un Paris régénéré, où les cloches de Notre-Dame carillonnaient non plus comme des jugements, mais comme des invitations à renaître. Adrien et Arthur, mariés civilement dans une mairie discrète du 4e arrondissement, échangèrent des vœux sous un portrait arc-en-ciel dessiné à la hâte. Dans la joie et dans la tourmente, dans l'ombre et la lumière, jura Adrien, sa voix émue enveloppant Arthur comme un manteau d'hiver. La réception, un pique-nique au bord de la Seine, réunit amis et famille élargie, Élise avec le petit Henri gazouillant, Claire rayonnante d'un sourire retrouvé, et une brochette d'artistes queer célébrant avec du champagne pétillant et des toasts au foie gras revisités. Leur vie, désormais un roman en cours, s'épanouit en chapitres harmonieux. La fondation, Les Moraux Libres, prospéra, offrant ateliers et hébergement à des jeunes en exil, Adrien en président charismatique, Arthur en ambassadeur artistique. Une bourse annuelle, prix Henri l'Oublié, récompensa des talents émergents, transformant le legs paternel en legs d'émancipation. Élise, divorcée et en thérapie, devint une alliée fervente, organisant des levées de fonds avec son réseau mondain. Claire, libérée de ses chaînes, voyagea en Italie, écrivant un journal intime sur la maternité réparatrice, dédié à Adrien. Leur romance, affinée par les épreuves, atteignit une maturité sensuelle et profonde. Les matins commençaient par des cafés partagés au lit, nus sous les draps froissés, suivis de sessions de peinture où leur corps servait de modèle mutuel ou Adrien posant, cambré, pour une toile d'Arthur capturant la courbe de son dos comme une vague océane. Les nuits étaient un sanctuaire d'intimité, massages lents aux huiles essentielles, explorations orales paresseuses menant à des unions où le plaisir se prolongeait en marathon tendre, rire mêlé à des soupirs. « Tu es mon poème inachevé », murmurait Arthur,
tandis qu'Adrien, plus confiant, répondait par des gestes possessifs, inversant les dynamiques avec une tendresse dominante. Un voyage aux États-Unis, ce mirage romantique évoqué dans le prompt initial, infusa leur histoire d'un souffle transatlantique. À New York, ville des skylines infinies et des prides démesurées, ils déambulèrent dans Greenwich Village, main dans la main, visitant le Stonewall Inn comme un pèlerinage. Arthur, inspiré, peignit une série, Amour urbain, fusionnant les néons de Manhattan avec les réverbères parisiens. Adrien, confronté à des échos de sa propre résilience dans les témoignages de militants, donna une conférence à la NYU sur « L'héritage queer, de Paris à l'Amérique ». Leur nuit à Brooklyn, dans un loft surplombant l'East River, fut une célébration charnelle, sexe acrobatique sur un tapis perçant, cris étouffés par la musique jazz voisine, suivi d'un sommeil enlacé sous les étoiles artificielles. De retour en France, le BKCH potentiel une rechute d'Élise dans la manipulation, ou une crise créative d'Arthur fut évitée par la force de leur unité. Au lieu de cela, une joie pure émergea, l'adoption d'un enfant, un garçon de 5 ans orphelin d'une famille homophobe en province, prénommé Lucas. Son arrivée transforma l'appartement en chaos joyeux, jouets éparpillés, rires enfantins échoant dans les escaliers. Adrien, père adoptif, trouva en Lucas un miroir de son passé, lui enseignant l'art et l'amour sans condition. Arthur, le papa créatif, initia des ateliers familiaux, peignant des monstres arc-en-ciel pour chasser les cauchemars. Le point culminant humaniste vint lors d'une rétrospective au Grand Palais, Adrien Moreau, de l'effacement à l'éclat. La salle, bondée, vit défiler leur vie en images du couteau symbolique aux toiles triomphantes. Élise et Claire, au premier rang, applaudirent avec des larmes, Lucas, sur les épaules d'Arthur, agita un drapeau miniature. Dans son discours, Adrien rendit hommage, « Ma famille m'a effacé, mais l'amour m'a réécrit. » À Arthur, mon phare, à mes proches, mon pardon, à vous tous, ma gratitude. Nous payons nos dettes non par la haine, mais par la lumière. La fin, ni tout à fait heureuse ni tragique, mais profondément humaniste, se clôtura sur une note de sérénité. Des années plus tard, Adrien et Arthur, grisonnants mais enlacés, regardèrent le coucher de soleil depuis leur maison de campagne en Provence, un achat impulsif, vigne et olivier comme écrin. Lucas, adolescent espiègle, courait avec des amis, tandis qu'Élise, voisine repentie, grillait des herbes aromatiques. Claire, grand-mère fière, racontait des anecdotes édulcorées du passé. Ils ont payé, demanda Arthur, un verre de rosé à la main. Adrien sourit, embrassant sa tempe, oui. Par le don de notre bonheur. Paris, lointaine mais aimée, scintillait dans leur cœur comme un amour éternel. L'histoire d'Adrien, inspirante et vraie, rappelait que l'effacement n'est qu'un chapitre, la Renaissance, le roman entier.